Je suis allé ce matin, dès la première heure, au château. Monsieur le comte m'a fait répondre qu'il était tout à son chagrin, qu'il ne pouvait me recevoir, et que monsieur le chanoine de la Motte-Beuvron serait au presbytère cet après-midi, vers 2 heures, afin de s'entendre avec moi au sujet des obsèques. Que se passe-t-il? Les 2 bonnes sœurs m'ont trouvé si mauvaise mine qu'elles ont réclamé au valet de chambre, à mon insu, un verre de Porto que j'ai bu avec plaisir. Ce garçon, le neveu du vieux Clovis, ordinairement poli et même empressé, a répondu très froidement à mes avances. Il est vrai que les domestiques de grande maison n'aiment guère la familiarité, d'ailleurs probablement maladroite, de gens tels que moi. Mais il servait à table hier soir et je pense qu'il a dû surprendre certains propos. Lesquels? Je ne dispose que d'une demi-heure pour déjeuner, changer de douillette, il recommence à pleuvoir, et ranger un peu la maison, qui est depuis quelques jours dans un désordre abominable. Je ne voudrais pas scandaliser monsieur le chanoine de la Motte-Beuvron, déjà si mal disposé à mon égard. Il semble donc que j'aurais mieux à faire que d'écrire ces lignes. Et cependant, j'ai plus que jamais besoin de ce journal. Le peu de temps que j'y consacre est le seul où je me sente quelque volonté de voir clair en moi. La réflexion m'est devenue si pénible, ma mémoire est si mauvaise, je parle de la mémoire des faits récents car l'autre, mon imagination si lente que je dois me tuer de travail pour m'arracher à on ne sait quelle rêverie vague, informe, dont la prière, hélas, ne me délivre pas toujours. Dès que je m'arrête, je me sens sombrer dans un demi-sommeil qui trouble toutes les perspectives du souvenir, fait de chacune de mes journées écoulées un paysage de brume, sans repère, sans route. À condition de le tenir scrupuleusement, matin et soir, mon journal jalonne ses solitudes, et il m'arrive de glisser les dernières feuilles dans ma poche pour les relire, lorsqu'au cours de mes promenades monotones, si fatigantes, d'annexe en annexe, je crains de céder à mon espèce de vertige. Tel quel, ce journal tient-il trop de place dans ma vie? Je l'ignore. Dieu le sait. Monsieur le chanoine de la Motte-Beuvron sort d'ici. C'est un prêtre bien différent de ce que j'imaginais. Pourquoi ne m'a-t-il pas parlé plus nettement, plus franchement? Il l'eût souhaité sans doute, mais ces hommes du monde, si corrects, redoutent visiblement de s'attendrir. Nous avons d'abord réglé le détail des obsèques, que monsieur le comte veut correct, sans plus, selon, assure-t-il, le désir maintes fois exprimé de son épouse. La chose faite, nous sommes restés silencieux l'un et l'autre assez longtemps, j'étais très gêné. Monsieur le chanoine, le regard au plafond, ouvrait et fermait machinalement le boîtier de sa grosse montre d'or. « Je dois vous prévenir, dit-il enfin, que mon neveu Omer, monsieur le comte s'appelle Omer et je l'ignorais, désire vous rencontrer ce soir en particulier. » J'ai répondu que j'avais donné rendez-vous à 4 heures au sacristain pour déplier les tentures et que je me rendrais aussitôt après au château. « Allons donc, mon enfant, vous le recevrez au presbytère, vous n'êtes pas le chapelain du château, que diable. Et je vous conseillerais même de vous tenir sur une grande réserve, ne vous laissez pas entraîner à discuter avec lui les actes de votre ministère. » Quels actes? Il a réfléchi avant de répondre. « Vous avez vu ma petite nièce ici. Mademoiselle Chantal est venue m'y trouver, monsieur le chanoine. C'est une nature dangereuse, indomptable. Elle a su vous émouvoir, sans doute. Je l'ai traitée durement, je crois plutôt l'avoir humiliée. Elle vous hait. Je ne le pense pas, monsieur le chanoine. Elle s'imagine peut-être me haïr, ce n'est pas la même chose. Vous croyez avoir quelque influence sur elle? Non, certes, pour le moment, mais elle n'oubliera pas peut-être qu'un pauvre homme tel que moi lui a tenu tête un jour et qu'on ne trompe pas le bon Dieu. Elle a donné de votre entrevue une version bien différente. À son aise, mademoiselle est trop orgueilleuse pour ne pas rougir tôt ou tard de son mensonge, et elle aura honte de celui-ci. Elle a bien besoin d'avoir honte. Et vous? Oh, moi, lui dis-je, regardez ma figure. Si le bon Dieu l'a faite pour quelque chose, c'est bien pour les soufflets, et je n'en ai encore jamais reçu. À ce moment, son regard est tombé sur la porte de la cuisine laissée entr'ouverte, et il a vu ma table encore recouverte de la toile cirée, avec le reste de mon repas, du pain, des pommes, on m'en avait apporté une manne hier, et la bouteille de vin aux 3/4 vide. Vous ne prenez pas grand soin de votre santé? J'ai l'estomac très capricieux, lui répondis-je. Je digère très peu de choses, du pain, des fruits, du vin. Dans l'état où je vous vois, je crains que le vin ne vous soit plus nuisible qu'utile. L'illusion de la santé n'est pas la santé. J'ai tâché de lui expliquer que ce vin était un vieux Bordeaux fourni par le garde-chasse. Il a souri. Monsieur le curé, a-t-il repris sur un ton d'égal à égal, presque de déférence, il est probable que nous n'avons pas 2 idées communes en ce qui touche le gouvernement des paroisses, mais vous êtes le maître dans celle-ci, vous en avez le droit. Il suffit de vous entendre. J'ai trop souvent obéi dans ma vie pour ne pas me faire quelque idée de la véritable autorité, n'importe où je la trouve. N'usez de la vôtre qu'avec prudence. Elle doit être grande sur certaines âmes. Je suis un vieux prêtre. Je sais combien la formation du séminaire nivelle les caractères et souvent, hélas, jusqu'à les confondre dans une commune médiocrité. Elle n'a rien pu contre vous. Et la raison de votre force est justement d'ignorer ou de n'oser vous rendre compte à quel point vous différez des autres.
Vous vous moquez de moi, lui dis-je. Un étrange malaise m'avait saisi. Je me sentais trembler de frayeur devant ce regard indéfinissable dont l'impassibilité me glaçait. Il ne s'agit pas de connaître son pouvoir, monsieur le curé, mais la manière dont on s'en sert, car c'est cela justement qui fait l'homme. Qu'importe un pouvoir dont on n'use jamais ou dont on n'use qu'à demi. Dans les grandes conjonctures comme dans les petites, vous engagez le vôtre à fond, et sans doute à votre insu. Cela explique bien des choses. Il avait pris sur mon bureau, tout en parlant, une feuille de papier, tiré à lui le porte-plume, l'encrier. Puis il poussa le tout devant moi. « Je n'ai pas besoin de savoir ce qui s'est passé entre vous et la défunte, dit-il. Mais je voudrais couper court à des propos imbéciles et sans doute dangereux. Mon neveu remue ciel et terre, monseigneur est si simple qu'il le prend pour un personnage. Résumez en quelques lignes votre conversation d'avant-hier. Il n'est pas question d'être inexact, encore moins, il appuya sur ces mots, de rien découvrir de ce qui a été confié non seulement à votre honneur sacerdotal, cela va sans dire, mais à votre simple discrétion. D'ailleurs, ce papier ne quittera ma poche que pour être mis sous les yeux de son Excellence, mais je me méfie des ragots. Comme je ne répondais pas, il m'a fixé encore une fois, très longuement, de ses yeux volontairement éteints, de ses yeux morts. Pas un muscle de son visage ne bougeait. « Vous vous défiez de moi ?» a-t-il repris d'une voix tranquille, assurée, sans réplique. J'ai répondu que je ne comprenais pas qu'une telle conversation pût faire l'objet d'un rapport, qu'elle n'avait pas eu de témoin, et que par conséquent, Madame la Comtesse aurait été seule capable d'en autoriser la divulgation. Il a haussé les épaules. Vous ne connaissez pas l'esprit des bureaux. Présenté par moi, on acceptera votre témoignage avec reconnaissance, on le classera, et personne n'y pensera plus. Sinon, vous vous perdrez dans des explications verbales, d'ailleurs inutiles, car vous ne saurez jamais parler leur langage. Quand vous leur affirmeriez que 2 et 2 font 4, ils vous prendront encore pour un exalté, pour un fou. Je me taisais. Il m'a posé la main sur l'épaule. Allons, laissons cela. Je vous reverrai demain, si vous le permettez. Je ne vous cache pas que j'étais venu dans l'intention de vous préparer à la visite de mon neveu, mais à quoi bon? Vous n'êtes pas de ces gens qui peuvent parler pour ne rien dire, et c'est malheureusement ce qu'il faudrait. Enfin, m'écriai-je, qu'ai-je fait de mal? Que me reproche-t-on? D'être ce que vous êtes. Il n'y a pas de remède à cela. Que voulez-vous, mon enfant? Ces gens ne haïssent pas votre simplicité, ils s'en défendent. Elle est comme une espèce de feu qui les brûle. Vous vous promenez dans le monde avec votre pauvre, humble sourire qui demande grâce, et une torche au poing que vous semblez prendre pour une houlette. 9 fois sur 10, ils vous l'arracheront des mains, mettront le pied dessus. Mais il suffit d'un moment d'inattention, vous comprenez? D'ailleurs, à part les francs, je n'avais pas une opinion bien favorable de ma défunte nièce. Ces filles de Trévis-Sommérange ont toujours été une drôle d'espèce. Et je crois que le diable lui-même ne tirerait pas aisément un soupir de leurs lèvres et une larme de leurs yeux. Voyez mon neveu, parlez-lui comme vous l'entendrez. Souvenez-vous seulement qu'il est un sot, et n'ayez aucun égard pour le nom, le titre et autres fariboles dont je crains que votre générosité ne fasse trop de cas. Il n'y a plus de nobles, mon cher ami, mettez-vous cela dans la tête. J'en ai connu 2 ou 3 au temps de ma jeunesse. C'étaient des personnages ridicules, mais extraordinairement caractérisés. Ils me faisaient penser à ces chaînes de 20 cm que les Japonais cultivent dans de petits pots. Les petits pots sont nos usages, nos mœurs. Il n'est pas de famille qui puisse résister à la lente usure de l'avarice lorsque la loi est égale pour tous et l'opinion juge et maîtresse. Les nobles d'aujourd'hui sont des bourgeois honteux. Je l'ai accompagné jusqu'à la porte, et même j'ai fait quelques pas avec lui sur la route. J'imagine qu'il attendait de moi un mouvement de franchise, de confiance, mais j'ai préféré me taire. Je me sentais trop incapable de surmonter à ce moment une impression pénible que je n'aurais d'ailleurs su déguiser à son regard étrange qui se posait sur moi par instant avec une curiosité tranquille. Comment lui dire que je ne me faisais pas la moindre idée des griefs de monsieur le comte et que nous venions de jouer, sans qu'il s'en doutât, aux propos interrompus. Il est si tard que je juge inutile d'aller jusqu'à l'église. Le sacristain a dû faire le nécessaire. La visite de monsieur le comte ne m'a rien appris. J'avais débarrassé la table, remis tout en ordre, mais laissé, naturellement, la porte du placard ouverte. Comme celui du chanoine, son regard est tombé du premier coup sur la bouteille de vin. C'est une espèce de gageur. Quand je pense à mon menu de chaque jour, dont bien des pauvres ne se contenteraient pas, je trouve un peu irritante cette surprise de chacun à constater que je ne bois pas que de l'eau. Je me suis levé sans hâte et j'ai été fermer la porte. Monsieur le comte s'est montré très froid, mais poli. Je crois qu'il ignorait la démarche de son oncle. Et il m'a fallu régler de nouveau la question des obsèques. Il connaît les tarifs mieux que moi, discute le prix des cires, et a désigné lui-même d'un trait de plume sur le plan de l'église la place exacte où il désire que soit dressé le catafalque. Son visage est pourtant marqué par le chagrin, la fatigue. Sa voix même a changé. Elle est moins désagréablement nasale que d'habitude.
et dans son complet noir très modeste avec ses fortes chaussures, il ressemble à un riche paysan quelconque. Ce vieil homme endimanché, pensais-je, est-ce donc là le compagnon de l'une, le père de l'autre? Hélas, nous disons la famille, les familles, comme nous disons aussi la patrie. On devrait beaucoup prier pour les familles me font peur. Que Dieu les reçoive à merci. Je suis sûr pourtant que le chanoine de la Motte Beuvron ne m'a pas trompé. En dépit de ses efforts, monsieur le comte s'est montré de plus en plus nerveux. Vers la fin, j'ai cru même qu'il allait parler, mais il s'est passé à ce moment une chose horrible. En fouillant dans mon bureau pour y trouver une formule imprimée dont nous avions besoin, j'avais éparpillé des papiers un peu partout. Tandis que je les reclassais en hâte, je croyais entendre derrière mon dos son souffle plus précipité, plus court. J'attendais d'une seconde à l'autre qu'il rompît le silence. Je prolongeais exprès ma besogne. L'impression est devenue si forte que je me suis retourné brusquement, et il s'en est fallu de peu que je le heurtasse. Il était debout, tout près de moi, très rouge, et il me tendait un papier plié en 4 qui avait glissé sous la table. C'était la lettre de Madame la Comtesse. J'ai failli pousser un cri. Et tandis que je la lui prenais des mains, il a dû s'apercevoir que je tremblais, car nos doigts se sont croisés. Je crois même qu'il a eu peur. Après quelques phrases insignifiantes, nous nous sommes quittés sur un salut cérémonieux. J'irai au château demain matin.